nous allons parler des Européens, le peuple, comment cette région s'est formée, d'où viennent les peuples de cette région, et comment elle s'est étendue également au niveau du monde. On avait déjà fait dans les épisodes précédents tout ce qui était Océanie, on a fait une partie Asie, on a fait aussi l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Et maintenant, nous allons donc nous intéresser à toute la partie Europe, au niveau du paléolithique, d'où est-ce que les Européennes viennent. Et je pense que ça va faire partie des parties intéressantes au niveau de la population européenne à connaître, en plus de toutes celles qu'on a déjà vues. Le terme européen désigne, selon une conception strictement géographique, un habitant du continent européen. Dans le langage courant, il peut aussi désigner un citoyen de l'Union européenne, même si tout habitant de l'Europe n'est pas nécessairement citoyen de l'Union européenne, effectivement. Et réciproquement, enfin, le terme est parfois utilisé dans un sens ethnique pour désigner un individu ou une population d'ascendance exclusivement ou majoritairement européenne, en particulier dans les pays ayant une forte colonisation de peuplement venus de l'Europe. Par exemple, les Amériques et aussi l'Australie. Voilà. Si vous ne le saviez pas. Origine du mot. Aristote utilise déjà Europe dans le livre 3 de sa politique. Les barbares sont plus enclins à la servitude que les Grecs et les Asiatiques que les Européens. Une mention plus récente du terme européen se trouve dans les chroniques mozarabes, qui sont les mots arabes, c'est une suite de documents rédigés à partir de 754 par les moines chrétiens espagnols réfugiés dans les Asturies à cause de la conquête musulmane de l'Ibérie. De 754, le néologisme latin europenses est alors utilisé pour désigner les troupes de Charles Martel qui, en 732, arrêtèrent l'expansion islamique à la bataille de Poitiers. Voilà. Anciennement, là, en français, bataille de Tours, appellation toujours utilisée par les anglophones, utilisée pour les sources arabes, bataille du pavé des martyrs, qui a eu lieu d'une part entre les Francs et les Burgondes, dirigés par Charles Martel. En 1735, dans la première édition de son ouvrage Systema Naturae, le naturaliste Carl von Linné nomme les humains vivant en Europe Homo europaeus albescens, en faisant une espèce du genre Homo. En complément, suivant les couleurs de peau, il définit 3 catégories d'Homo americanus rubescens, américain, Homo asiaticus fuscus, asiatique, et Homo africanus niger. À partir de la 10e édition de son ouvrage, il définit une unique espèce regroupant ces 4 variétés sous le nom d'Homo sapiens. Néanmoins, il distingue par leur tempérament et leur posture corporelle Homo europeanus albus, Homo americanus rufus et Homo... Depuis la fin du 19e siècle, on parle couramment d'Européens en tant que quantité culturelle plutôt que quantité géographique. Les descendants des colons européens durant l'apartheid en Afrique du Sud se nommaient entre eux les Européens, mais se désignaient également Afrikaner. Donc un terme très important, ça par contre, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, qu'est-ce que j'ai dit Afrikaner, en opposition aux Européens continentaux, Afrikaner est un Sud-Africain blanc d'origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave qui s'exprime dans une langue dérivée du néerlandais, l'Afrikaans. Pour l'Afrikaner, il y a un groupe très connu... il faut juste que je retrouve le nom. Diane Verd. Diane Verd, qui est un groupe d'Afrique du Sud, qui a des musiques très 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 connues, qui ont même joué dans un film d'ailleurs, un film, je crois que c'est non, c'est pas Banlieue 13, mais ça ressemble un peu à Banlieue 13, très intéressant, et où il parle un peu de ce genre de choses. Donc effectivement, on voit que c'est vraiment des blancs qui viennent d'Afrique du Sud, et qui disent parler l'afrikaner. Voilà. On va s'intéresser maintenant au paléolithique. Les plus anciens vestiges fossiles d'Homo sapiens connus en Europe ont été trouvés dans la grotte de Bakokiro en Bulgarie. Grotte de Bakokiro. Est située à 5 km à l'ouest de la ville de Diranovo, qui est située à 62 villages, ok. Dans l'oblast de... Ouais, je sais pas où c'est. Elle se trouve dans les canyons des rivières
d'Adanka et de Darianovo. Est-ce qu'on peut le voir? On voit cette région, effectivement, on est beaucoup plus vers l'est de l'Europe. Et on va voir quand même une photo. C'est quand même des vieilles grottes. Vous imaginez quand même qu'on a retrouvé des restes de d'Homo sapiens dans des grottes comme ça. Alors je sais pas s'il y avait déjà les stalactites ou elles se sont formées avec le temps, mais c'est quand même quelle chance on a eu quand même de les retrouver. Ou une dent humaine et les fragments osseux identifiés par leur ADN comme relevant d'Homo sapiens ont été datés en 2020. Donc 2020, très récent, il y a 3 ans, par le carbone 14 d'environ 45 000 ans avant le présent. Les outils de pierre de Willendorf en Autriche sont datés de 43 500 ans avant le présent, justement, AP, et sont attribués à Homo sapiens. Ces premiers hommes modernes d'Europe étaient des chasseurs-cueilleurs et sont souvent désignés comme, sous le nom d'homme de Cro-Magnon dans le langage courant. Ok, bon, je pense que cette chose-là, on va pas... Homme de Cro-Magnon est à l'origine du nom donné à l'ensemble des fossiles d'Homo sapiens découverts en 1868 par Louis Fall Larté. Ok, en Dordogne. Dans les années 1990, l'idée que toutes les populations humaines vivant aujourd'hui sur la planète ont une origine commune africaine devient majoritaire en 1990 et fondé le projet Génome humain, grâce auquel le génome humain est séquencé. En 2003, les résultats du projet sont publiés. Il devient alors possible de comparer l'ADN de fossiles avec celui des populations vivant aujourd'hui. Les Européens actuels, comme tous les non-africains, possèdent en moyenne 1,8% d'ADN néandertalien dans leur génome, acquis par hybridation lors de la dernière sortie d'Afrique de l'homme moderne. Cette part d'ADN néandertalien, présente dans les proportions très proches de chez tous les Eurasiens, représente 87% de l'humanité, n'est en rien spécifique aux Européens. Un fossile d'homme moderne daté de 36 200 avant le présent, Kostancis 14, trouvé en Russie d'Europe, montre une parenté avec les populations actuelles d'Eurasie de l'Ouest, mais aussi avec celles d'Asie orientale. Cela montre la divergence génétique entre Eurasiens de l'Ouest et Asiatiques de l'Est, qui date de plus de 36 000 ans, et donc d'un stade précoce du Paléolithique supérieur. Les Européens actuels appartiennent à une métapopulation qui vit de l'Europe à l'Asie centrale, en passant par l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Au niveau du néolithique, l'agriculture s'est développée au Proche-Orient à partir de 8500 avant Jésus-Christ et s'est diffusée en Europe à partir de 6400 avant Jésus-Christ. Donc je pense que maintenant, le avant Jésus-Christ, il l'utilise par avant le présent. Je pense qu'il est bien, puisque là, on reste quand même sur une focalisation chrétienne, c'est-à-dire religieuse, donc on est bien sur quelque chose de avant le présent, pour rester plus neutre. Les analyses génétiques montrent que l'agriculture a été apportée en Europe par des populations venues d'Anatolie. L'Anatolie est un vaste bloc de territoire situé à l'extrémité occidentale de l'Asie, dans le sens géographique strict. Elle regroupe les terres placées à l'ouest d'une ligne. Donc je pense que ça représente, si on regarde bien, la Turquie, qui ont remplacé les chasseurs-cueilleurs locaux. Le génome des Européens modernes montre une part limitée provenant de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, alors que la part moyenne des agriculteurs du Néolithique est proche de 50%. Les populations qui vivaient de chasse et de cueillette ont été diluées par de nouveaux arrivants. Les analyses génétiques ont également montré la présence d'une troisième composante dans le génome actuel des Européens. Cette composante est issue des populations indo-européennes, steppe pontique, à partir d'environ 3000 avant Jésus-Christ, et représentée par la culture Yenma. Alors, quelle est cette culture Yenma ? C'est une culture du néolithique final et de l'âge du bronze ancien qui s'est développée dans la région du Bou, Dniepr. Ah, Dniepr, on est quand même en Ukraine, du coup.
Ah bah non, Dniepr, c'est la rivière qui passe en Russie, normalement. C'est pas ça? Si, c'est ça. Dniepr à Kiev en Ukraine. Non, Kiev alors du coup, ça passe à Kiev. Ok, c'est pas en Russie, c'est bien en Ukraine. Oui, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Dniepr. Très bien. Diversité génétique des Européens. Plusieurs études génétiques permettent d'affiner les relations génétiques entre les peuples européens et leurs contours, selon une étude de Kaotian en 2009 ayant calculé les distances génétiques entre plusieurs populations en se basant sur l'ADN autosomal. Certains Européens du Sud, tels que les Grecs italiens du Sud, se distinguent génétiquement du reste de l'Europe en apparaissant à peu près autant distants des Arabes du Levant, donc c'est-à-dire les Palestiniens, Libanais et Syriens, que les Scandinaves et les Russes, mais sachant cependant que les populations du Levant sont souvent inclus parmi les Blancs, au sens large de l'anthropologie ou moins du proche. Levant, ok, désigné traditionnellement en français les régions bordant la côte méditerranéenne de l'Asie, en premier lieu la Syrie, ainsi que le Liban, avec Palestine, Israël, Jordanie, Anatolie, la Mésopotamie et l'Égypte. L'Égypte, ah ben si. Ok. Un Italien du Sud est ainsi génétiquement 2,5 fois plus proche d'un Palestinien que d'un Finlandais. Mais une telle distance avec les Finlandais n'est pas représentative des distances entre les Européens. Elle s'explique parce que les Finlandais sont mélangés avec des Asiatiques sibériens d'affinité proche des Samis. Ok. Samis sont un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, ainsi que de la péninsule de Kola, en Russie, connue sous le nom de Laponie. Eh ben oui, effectivement, toute cette partie-là. Et oui, parce qu'il y a une partie en plus qui est en Russie, hein, totalement à gauche. Ok, très intéressant. Les Finlandais sont donc un peuple génétiquement assez isolé des autres Européens, ce qui les éloigne du reste des Européens sur le plan des distances génétiques. De même, les Italiens du Sud constituent un groupe plus distant. Malgré une faible différence génétique entre Européens, il existe des variations génétiques qui recoupent la proximité géographique à parfois quelques centaines de kilomètres près. En 2016, une étude autosomale de Fiorito et al. Qui a calculé les distances génétiques entre les populations européennes et celles du bassin méditerranéen en prenant en compte plusieurs centaines de milliers de SNPs. Donc qu'est-ce que c'est? Polymorphisme nucléotique est en génétique la variation d'une seule paire de bases du génome entre individus d'une même espèce ou encore entre individus et la séquence de référence de l'espèce. A confirmé la distance génétique importante entre Italiens et les Finlandais et aussi montré que l'on observait également des distances importantes entre les Sardes, population isolée également, et les autres Européens, puisqu'ils sont, par exemple, plus distants des Russes que les Levantins. Ok, les Sardes, peuple d'Europe du Sud originaire de la Sardaigne. Donc la Sardaigne, c'est... Bah, c'est ici, la Sardaigne, voilà. Ça fait partie des Siciliens. Population isolée et les autres Européens, puisqu'ils sont par exemple plus distants des Russes que les Levantins. Donc les Jordaniens, Syriens et les Marocains. Cependant, cette étude a aussi montré que des distances génétiques importantes existaient également entre certaines populations européennes non isolées. Ainsi, la distance génétique qui sépare les Italiens du sud des Russes et les Britanniques est également plus importante que la distance qui les sépare des Jordaniens et des Syriens. Ok. Ok. Donc on voit qu'il y a quand même une Europe, mais avec une Europe qui est quand même distincte selon leurs origines. On va dire que la partie du sud sera plus proche d'une certaine zone d'Européens, si on peut dire, du coup, de ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire qui est située en Moyen-Orient, la partie qui est jordanienne, palestinienne, et une autre qui est complètement différenciée, qui est le nord
de l'Europe, et avec 3 pays qui sont les pays nordiques, avec la Russie. En avril 2011, Moorjani et al. Ayant analysé plus de 6000 individus provenant de 107 populations différentes, en utilisant une nouvelle méthode d'estimation des origines ancestrales et de datation de mélange, ont pu estimer des taux de mélange de gènes africains subsahariens, donc le nord de l'Afrique, dans le génome des populations d'Eurasie de l'Ouest. Les résultats montrent que les Arabes du Levant ont un mélange africain subsaharien significatif de 4 à 15%, qui semble relativement récent chez eux, datant d'après la conquête arabo-musulmane du Proche-Orient au Moyen-Âge. Il est intermédiaire chez les différents groupes juifs, 4 à 5%, et de manière relativement homogène et plus ancienne. Cela semble dater d'avant la séparation des différents groupes de la diaspora juive. Il est bien plus faible chez les Européens du Sud, 1 à 3%, où ce flux de gènes africains semble être arrivé de manière indirecte durant l'Empire romain, puis par l'intermédiaire de l'expansion islamique. Et il est indétectable chez les Européens du Nord en 2013, selon une étude autosomale de l'Institut, on s'en fout, de Barcelone, portant sur près de 3000 individus, entre 5 et 15% du génome des habitants de la péninsule ibérique, selon les régions, est issu d'Afrique du Nord. En 2014, une étude autosomale similaire réalisée par a calculé la moyenne de 12,6% des génomes des Espagnols. La péninsule ibérique est issue d'Afrique du Nord, de 2,2% Afrique subsaharienne. Oh alors attendez, je me trompe peut-être, Afrique subsaharienne. Ah. Oh là là, moi ça va plus, donc Europe du Nord, je me suis complètement trompé. Donc effectivement, le berceau de la vie. Oh, bon, ben c'est pas grave. Donc Afrique subsaharienne, c'est tout le sud de l'Afrique, et Afrique du Nord, Afrique du Nord. Comment ça se fait? C'est-à-dire que dans mon taf, à un moment, il s'était trompé. Hein. Très bien. Histoire, l'Europe est le berceau de la civilisation occidentale. Les Européens sont à l'origine de nombreuses avancées dans l'histoire de l'humanité. La démocratie athénienne, qu'est-ce que c'est que ça désigne un régime politique de démocratie directe mis en place progressivement dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité et réputé pour être l'ancêtre des démocraties modernes. Oh, ça peut être très intéressant, ça, la démocratie. On va le faire pour la prochaine fois, je pense. La Renaissance, avec la redécouverte de la science et de l'art antique, des Lumières, et la révolution industrielle et le concept d'État-nation. Au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, de nombreux Européens migrent hors d'Europe, en particulier Amérique du Nord, Océanie, Afrique australe, côte du sud de l'Amérique. Leurs descendants forment encore à ce jour la majorité de la population dans la plupart de ces pays. Le début du 19e siècle, je vais y arriver, avec la révolution industrielle, d'abord engagée au Royaume-Uni jusqu'en 1914, les Européens dominent sans partage l'économie et la finance mondiale. Effectivement. Donc là, on voit quand même que c'est toute la partie qui a... Western. Donc Western, on voit que c'est tout ce qui est en bleu. Donc on est quand même en Océanie, Europe, plus Amérique. Sachant que Latin America, effectivement, il y a énormément de souches qui sont d'Amérique du Sud, mais il y a une grosse partie de la population aussi hispanique qui est partie. Mais c'est apparemment pas assez significatif. Bon, culture, on va peut-être pas... on va quand même regarder vite fait l'individu. Non, ça m'a l'air d'être des choses pas très intéressantes. Religion, bon... se déclarer chrétien, donc 76,2%. Sachant que dans tout ce qui est chrétien, il y a catholique, orthodoxe, protestant. Donc c'est quand même énorme. Ce sont des pays majoritairement peuplés de descendants d'Européens avec un haut niveau de vie. Voilà.
Voilà, sur cette partie des Européens, je pense que c'était quand même très intéressant. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est que cette échelle? Répartition des Européens et de la diaspora européenne. Donc on voit les pays qui sont les plus en bleu, c'est quand même les pays qui sont les plus en lien avec l'Europe. On voit que la France, on a quand même une teinte un petit peu moindre. Alors je peux zoomer comme ça, heureusement. Mais on voit qu'on a un bleu un petit peu moins clair et qui s'apparenterait à je dirais du 50-60%. Donc on a quand même beaucoup évolué au niveau de l'Europe et de l'Allemagne. On voit aussi l'Angleterre et la Norvège également. Elle est un petit peu moins bleue. Mais les autres sont vraiment avec des entités très distinctes européennes. Même l'Espagne, alors que l'Espagne, ça me paraît bizarre parce que l'Espagne a été envahie pendant au moins 200 ans par les Arabes et c'est forcé qu'il y ait eu du mélange. Donc ça me paraît quand même bizarre. On voit l'Australie quand même qui est assez bleue et l'Argentine quand même très européen. Ensuite les États-Unis et le Canada également. Europeanes Disputed. Donc là, c'est la Turquie, avec une partie aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être là? Ça pourrait être, je pense, la Jordanie, Arménie et tous ces pays. Ok, je sais pas comment est-ce qu'on peut croire ce graphique, parce que ça me paraît quand même un petit peu bizarre au niveau de l'Espagne, par exemple. Argentine, c'est probable, hein, c'est probable. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé et je pense que prochaine fois, on pourra faire cette partie un petit peu plus sur l'histoire démocratie. Je pensais pas qu'il y avait une histoire qui était beaucoup plus ancienne que ça. Je pensais que c'était un terme beaucoup plus récent. On l'explorera la prochaine fois.